Et voilà, c'est parti pour le direct. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue. Je suis ce soir avec Virginie Hubert. Salut Virginie. Bonsoir, bonsoir Cédric, bonsoir les auditeurs. Eh bien, on est ravis de vous accueillir pour cette super soirée, mieux comprendre nos hémisphères cérébraux pour nous épanouir. Alors, on va commencer par notre petit test de son et d'image habituel. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien? Alors surtout, voilà, on va prendre des questions peut-être au fur et à mesure si c'est en rapport ou alors à la fin. Pas de souci. On va déjà commencer par la question de Lauriane qui dit bonsoir à toutes. Une petite question avant de commencer. Virginie va-t-elle évoquer les spécificités cérébrales des personnes dites zèbres et des pistes d'épanouissement là aussi spécifiques? Merci d'avance. Eh bien, oui, on va en parler si tu veux en dire quelques mots. Peut-être à quel moment de la soirée ou On en parlera, je le notifierai quand je parlerai de l'hémisphère droit du cerveau. voilà. Et donc, Je l'ai marqué, merci pour la question. merci Lauriane pour ta question. Tu auras très prochainement la réponse. Si vous avez des questions pour pas qu'elles vous échappent, eh ben, n'hésitez pas à les noter tout de suite dans le chat. Comme ça, elles seront écrites et puis moi, je reviendrai après au-dessus pour faire la lecture. J'essaie en général de les prendre dans l'ordre. Alors, on nous dit tout est OK, 5 sur 5, tout est OK Hélène. Ben, merci à toutes et à tous. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Prenez de quoi noter parce qu'il va y avoir plein d'informations, mais il y aura aussi un replay, donc pas de souci, vous pourrez tout revoir à partir de demain si jamais vous avez oublié des choses ou si vous voulez voilà, reprendre parce que c'est vrai que ça va être assez riche comme soirée. Donc, eh ben, pour commencer, Virginie, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter pour nos très chers auditeurs, voilà, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ce soir à venir nous parler, eh bien, des hémisphères du cerveau. Alors, bonjour tout le monde, je suis experte en épanouissement de potentiel. Je travaille depuis l'année 2000 à mon compte et j'ai démarré par le coaching, par la numérologie. Je suis numérologue, j'ai étudié pendant 3 ans. Après, je me suis formée en art-thérapie par le dessin et j'ai créé un outil qui s'appelle les génies créatifs. J'en perds les écouteurs. Voilà. Et donc, en fait, pourquoi je me suis intéressée aux hémisphères cérébraux? C'est parce que c'est mon histoire de vie qui m'a poussée à ça. En fait, j'ai raté mes études parce que je n'étais pas du tout adaptée au système d'enseignement scolaire. Et donc, j'ai eu une vie professionnelle en entreprise qui était un peu laborieuse, euh, voire pénible. Néanmoins, Néanmoins, j'ai gravi les échelons sociaux jusqu'à devenir. En fait, je suis entrée dans le domaine commercial par la petite porte. Et en 10 ans de temps, j'ai gravi les échelons sociaux jusqu'à devenir directrice régionale. Et là, un licenciement m'a mis au tapis, mais vraiment comme il faut. Et j'ai eu l'opportunité d'étudier la numérologie et c'est là que la belle aventure a commencé. Donc, en étudiant la numérologie, j'ai découvert que contrairement à ce que je croyais, je n'étais pas sotte, que j'avais des capacités intellectuelles assez développées, mais que je n'avais juste pas trouvé le moyen de les utiliser mieux que ce que je ne faisais. Donc ça m'a redonné confiance en moi, ces études de numérologie. À partir de là, je me suis installée à mon compte et j'ai aussi, pour accompagner les gens qui étaient un peu insatisfaits de leur activité professionnelle. Et je me suis rendu compte qu'il fallait à un moment donné aider les gens à passer des caps parce que c'est pas parce qu'on leur disait qu'ils étaient intelligents alors qu'ils croyaient avoir une intelligence comme un petit pois. Moi, je leur disais que leur intelligence, elle était vraiment conséquente. Et donc, j'ai démarré une activité de consultante. Et là, je me suis rendu compte que pour les aider à passer des caps, il me fallait un outil. C'est là que je me suis dirigée vers l'art-thérapie. Et donc, j'ai commencé à baigner dans les symboles avec un très grand bonheur. Et suite à ces études d'art-thérapie, j'ai créé un outil sous forme d'un jeu de cartes qui permettait aux gens de faire évoluer toutes les situations de leur choix à partir des symboles. Et donc, c'est là que j'en arrive à ma réflexion sur le cerveau. Alors, en fait, le cerveau,
il est constitué de 3 grandes parties. Je vais faire simple, hein, parce que nous n'avons qu'un peu plus d'une heure. Il est constitué de 3 grandes parties. Le cerveau reptilien qui, lui, s'occupe de tout ce qui est automatisme. Donc, tout ce qui est respiration, digestion, comment ça s'appelle, digestion, la reproduction, tout ce qui est la gestion des hormones et tout ça. Donc, tout ce qui est automatisme, c'est le cerveau reptilien. Donc, celui-là, on s'en occupe pas. Après, il y a le cerveau limbique qui, lui, va être plus particulièrement spécialisé dans les émotions. Voilà. Et c'est comme si le cerveau reptilien était comme ça, et le cerveau limbique est un petit peu situé au-dessus. Voilà. Et ensuite, il y a le cerveau cognitif, celui sur lequel nous allons passer un petit peu de temps ce soir, qui comprend, alors qu'il se trouve positionné là, sur le dessus de la tête et jusque dans le bas derrière. Et donc, lui, il est constitué de 2 hémisphères. Vous voyez mes mains. Donc, il y a un hémisphère gauche et non, le gauche, c'est celui-là, c'est à l'envers. Et puis, il y a l'hémisphère droit. Et donc, ces 2 hémisphères ont chacun leur mode de fonctionnement. Et ces 2 hémisphères sont vraiment très différents. Et entre les 2 hémisphères, il y a ce qu'on appelle un corps calleux. Et le corps calleux a un rôle très important également. Et donc, notre cerveau est relié au reste du corps par les neurones qui se collectent tous dans la moelle épinière et qui après se répartissent partout dans le corps. Et donc, la grande différence entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, lui, va s'occuper de tout ce qui est cartésien, tout ce qui est logique, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est connu, tout ce qui est conscient. Et donc, l'hémisphère gauche, on l'utilise énormément à l'école. Et l'hémisphère gauche, lui, va s'attarder plutôt à tout ce qui est mesurable, à tout ce qui est concret, à tout ce qui est... comment je vais dire, méthodique. Voilà. Tandis que l'hémisphère droit, lui, c'est celui qui va s'occuper de tout ce qui est sensation, de tout ce qui est émotion, créativité, de tout ce qui est imagination et de tout ce qui est inconscient. Donc, vous voyez, ce ne sont pas du tout les mêmes fonctions. Et quand on arrive à l'école, la grosse difficulté qu'on rencontre, notamment ceux qui ont une prédominance du fonctionnement de l'hémisphère droit du cerveau, c'est que à l'école, au lieu de nous faire utiliser les 2 parties à égale hauteur, ils disent on va s'occuper de l'hémisphère gauche, voilà, et l'hémisphère droit, on l'oublie. À l'école, on vous dit on ne s'occupe pas de l'affection, on ne s'occupe pas des émotions, on ne s'occupe pas de la créativité, vous êtes ici pour travailler, donc hop, c'est l'hémisphère gauche. Et du coup, au fur et à mesure que se déroulent nos études, eh bien, nous avons comme l'hémisphère gauche qui est très développé et l'hémisphère droit qui se ratatine, qui s'atrophie. Voilà. Et voilà pourquoi les gens, comme par exemple ceux qu'on appelle les zèbres, voilà pourquoi ces gens ne sont pas du tout adaptés à l'enseignement scolaire tel qu'il est effectué chez nous en France et en Europe aussi, je pense. Parce que les zèbres, eux, ils ont une très grande prédominance de l'hémisphère droit. Ils font énormément de choses avec cette partie du cerveau et ils ont l'hémisphère gauche qui est beaucoup moins utilisé. Alors, dans l'idéal, il faudrait qu'on utilise les 2 parties du cerveau à égale hauteur parce qu'on a bien sûr besoin d'utiliser tout ce qui est connu, rationnel, logique et cartésien. Et on a aussi besoin de tout ce qui est imagination, créativité. Parce que par exemple, regardez, quand on est à l'école, on nous dit, bon, le côté créatif, vous l'oubliez, le côté sensation, émotion, vous l'oubliez, voilà. Et vous travaillez plutôt avec l'hémisphère gauche. D'accord? Tout va bien, pas de problème. Ne serait-ce que quand on sort de l'école, ils nous disent, allez, soyez créatifs maintenant. Mais vous voyez, si les 2 cerveaux, ce sont mes mains, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, eh bien, le côté droit, eh bien, il est complètement atrophié. Alors, être créatif, eh bien, on ne peut plus le faire.
Et voilà ce qui pose problème à tous ces gens dont la prédominance de fonctionnement est l'hémisphère droit du cerveau. Donc tous les gens qu'on appelle les zèbres et qui ont en plus la particularité d'être très actifs, d'avoir besoin de bouger et tout ça. Voilà, alors j'ai une idée qui elle est passée un peu vite. Ça reviendra, ça reviendra. Donc, les conséquences du fait qu'à l'école, on soit un peu plus obligé de fonctionner avec l'hémisphère gauche qu'avec l'hémisphère droit, c'est que on n'est pas à l'aise avec les émotions. Dès qu'une émotion se pointe, on est un peu envahi et on a du mal à la gérer. On ne voit pas comment on va s'en sortir. On a peu de contact avec les sensations. Quand je dis à mes clients, qu'est-ce que vous ressentez? Ils me regardent d'un air ahuri en disant, comment on fait pour savoir ce qu'on ressent? Comment on peut expliquer ça? Voilà. Les gens sont peu habitués à utiliser la créativité. Ils subissent l'inconscient plutôt que de fonctionner avec. Ils vivent des périodes de crise dont ils ne savent pas comment, pour la majeure partie, les dépasser. Et puis, leur vie est plutôt pesante et il est fortement, souvent question de la souffrance. Alors que quand on équilibre les deux parties du cerveau, eh bien, le bien-être est accru parce qu'on a autant de cerveau, d'aisance avec tout ce qui est logique cartésien rationnel qu'avec tout ce qui est créatif. Et donc, on jongle avec les deux. Et donc, la vie est beaucoup plus légère, elle est plus facile, elle est plus passionnante. Et puis, on cultive beaucoup moins ces notions de souffrance. Quand on utilise à égale hauteur les deux parties du cerveau, ça favorise la santé, ça renforce les défenses immunitaires. Donc vous voyez, ça va loin, ça va jusque dans le corps physique. Ça renforce les défenses immunitaires, ça amène une vie équilibrée et heureuse. Donc ça favorise fortement l'épanouissement. Si bien que dès que vous voyez que votre vie n'est pas tellement satisfaisante, le meilleur moyen est de commencer à rééquilibrer en développant la créativité, en vous mettant à l'écoute de vos émotions, en faisant fructifier votre imagination. Alors voilà, l'imagination, pour les gens qui sont très cartésiens, ceux qui ont une forte prédominance de l'hémisphère gauche, l'imagination, elle est un peu mise au placard comme si elle était la folle du logis. Mais l'imagination, je vais vous donner une idée. Quand on est face à un problème, si on utilise l'hémisphère gauche du cerveau, on va retourner dans ce qu'on connaît et on va reproduire ce qu'on a déjà vécu. Mais si on n'a jamais vécu ça, on est bien incapable d'apporter une réponse et de faire évoluer cette situation. Tandis qu'avec l'hémisphère droit, si on est face à un problème, on commence à aller par l'imagination, voir comment on pourrait faire autrement. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile. Du coup, la créativité va se mettre en place et ça devient énormément plus facile. Disons qu'avec l'hémisphère droit, on a beaucoup de moyens de cesser de tourner en rond et d'innover. Voilà, ça va favoriser l'innovation. Et la particularité, quand on utilise à la même hauteur nos deux parties du cerveau, l'écran est pas bien large, voilà, eh bien, c'est que ces deux parties du cerveau vont se synchroniser et à l'endroit du corps calleux, entre les deux, il va y avoir comme des allers-retours. Et ces allers-retours vont générer des coïncidences, vont générer des synchronicités. Voilà, les deux parties du cerveau sont synchronisées, du coup ça génère des synchronicités qui vous font évoluer comme si vous aviez mis des bottes de 7 lieues, parce que d'un seul coup, ces synchronicités vont générer des prises de conscience, vont générer des événements positifs, vont favoriser les rencontres, vont favoriser la réussite. Et du coup, avec ces synchronicités, eh bien, on a une vie qui devient littéralement passionnante. Donc,
Voilà, le fait d'utiliser à même hauteur les deux parties du cerveau vont vraiment favoriser l'épanouissement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, est-il possible de placer le micro plus près de la bouche? Ok. J'ai monté un peu mon son et je pense juste parler un peu plus fort parce que ça ira, t'as pas besoin forcément de le tenir, simplement peut-être parler un peu plus fort. Essayez de parler plus fort. Mille excuses pour ceux qui ont eu du mal à m'entendre jusque-là. Est-ce que dans ce que je vous ai expliqué, vous avez des questions qui viennent? Alors, moi j'ai une petite question. Tiens, tu as dit que voilà, les deux cerveaux, quand on les harmonisait, ils créaient ces synchronicités. Mais est-ce que du coup, il y a déjà des synchronicités et on les voit plus parce que on est justement à cette écoute et on a cette harmonie qui permet de les voir, ou elles sont générées parce que bah voilà, on a créé cette harmonie et que justement, grâce à ça, on entre en résonance avec des choses et qui attirent ces synchronicités. Moi, je pense que les synchronicités, on les crée par par le fonctionnement, par la synchronisation des deux cerveaux. Mais avant, elles ne sont pas là. Elles ne peuvent pas être là. Et c'est vraiment nous qui les créons. Et donc, pour qu'elles se mettent en place, elles vont être vraiment favorisées quand on a un taux vibratoire qui est élevé. Et plus on va monter notre taux vibratoire, et plus ça va synchroniser les deux cerveaux, et plus on va accélérer les synchronicités. C'est pour ça que ça vaut toujours le coup. C'est ce qu'ils expliquent dans le livre La prophétie des Andes. Plus on monte notre niveau vibratoire, et plus ces synchronicités vont être accélérées. Et en fait, c'est ça. En élevant le niveau vibratoire, on va synchroniser plus facilement les deux parties du cerveau. Et du coup, c'est ça qui va donner l'élan et qui va favoriser l'accélération de la création des synchronicités. Merci pour ta réponse. Alors Hélène dit, on entend bien Virginie, c'est toi, c'est trop fort. Cédric, du coup, je pense que c'est parce qu'il y a un décalage de son entre nous deux. Alors, je vais parler un tout petit peu moins fort pour que ça puisse avoir une harmonie pendant la vidéo, que vous n'ayez pas baissé ou monté le son à chaque fois qu'on change d'interlocuteur. On a Alexandre qui demande, bonsoir, quel cerveau utilisent les personnes indigo? Les personnes indigo, c'est comme les personnes zèbres, on utilise plus facilement le cerveau droit. C'est ça la particularité. Si bien que ces personnes, elles sont vraiment pas du tout favorisées au niveau de l'éducation nationale. Parce que à l'éducation nationale, excusez-moi, il y a les écouteurs qui... Voilà. Et les personnes indigo, ouais, elles fonctionnent à une très grande prédominance de l'hémisphère droit et elles sont venues, elles se sont incarnées pour montrer aux gens qu'on doit utiliser, qu'en utilisant cet hémisphère droit, on simplifie notre vie, on l'embellit, on peut créer beaucoup plus de solutions. Et voilà les raisons d'incarnation des personnes indigo ou des personnes zèbres. Et ce sont des personnes ce sont deux noms différents, mais qui ont des particularités très similaires. Merci pour la question, Alexandre, et puis merci pour ta réponse. Véronique demande, bonjour à vous, y a-t-il des exercices à faire? Je pense que c'est pour harmoniser justement le cerveau droit et le cerveau gauche. Les exercices à faire, moi, ce que je conseille souvent, c'est de vous mettre à l'écoute de vos sensations. Par exemple, quelqu'un vous dit, tiens, ben, Véronique, tu pourrais faire ceci. Et avant de commencer à le faire, Véronique, je vous invite à ressentir. Est-ce que dans votre corps, ça fait youpi ou est-ce que dans votre corps, ça fait burk? C'est un moyen rapide. Voilà, si ça fait youpi, ben, faites-le, ça ne peut être que bon pour vous, mais si à l'intérieur de votre corps, ça fait burk, donc c'est que ce n'est pas tout à fait adapté pour votre épanouissement. Donc voilà, première chose, se mettre à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Deuxième chose, mettez-vous à l'écoute de vos émotions. Vos émotions sont des moyens de bien comprendre ce qui se passe en vous. Et si vos émotions sont positives, alors assurément ce que vous vous apprêtez à faire est intéressant.
Si les émotions sont sombres, c'est que ça n'est pas en harmonie avec qui vous êtes, et donc ça vaut le coup d'aller écouter en vous qu'est-ce qui a été touché ou quel est le besoin qui n'est pas satisfait. En fait, une émotion sombre, c'est une émotion qui correspond à un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, en retrouvant ce besoin pas satisfait, vous pouvez effectuer des demandes à la personne concernée pour vous remettre en positif. Je ne sais pas si je suis claire. C'est assez clair. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses pratiques à faire, par exemple, si on est plus hémisphère gauche pour développer le cerveau droit? Je pense que c'est aussi dans ce sens-là l'exercice. Les éléments, les choses pratiques à faire, c'est essayer de développer votre créativité. Alors, comment faire? Vous pouvez déjà fortement vous aider en rédigeant votre journal. Vous pouvez par exemple utiliser un livre qui donne beaucoup de conseils qui s'appelle le Nouveau Journal Créatif de Anne-Marie Jobin, J-O-B-I-N. Et dans ce livre, Anne-Marie Jobin est une femme qui a toujours écrit son journal et elle l'écrivait de façon, plus le temps passait, plus elle l'écrivait de façon, elle le rédigeait de façon créative. Et dans son livre, elle donne de multiples techniques et il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Et le fait de rédiger son journal, en fait, elle s'est rendue compte que c'était son âme qui lui donnait les directives pour le déroulement de sa vie dans un court terme. Et donc, en rédigeant votre journal comme ça de façon un peu créative, vous allez vous entraîner petit à petit à développer de plus en plus la créativité. Alors la créativité, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. La créativité, ça n'est pas que faire de la peinture ou du collage ou des choses comme ça. La créativité, par exemple, quand on est face à une situation qui ne nous plaît pas, la créativité, c'est d'imaginer comment on pourrait faire autrement, fonctionner autrement, ou qu'est-ce qu'on pourrait inventer d'autre pour faire évoluer cette situation. Voilà, ça aussi, c'est la créativité. Et c'est en expérimentant un petit peu aujourd'hui, un peu demain, un peu le jour d'après, en expérimentant des façons différentes de faire ce que vous faites, que vous allez pouvoir le réveiller, cet hémisphère droit. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme... Je cherche s'il y aurait des... Bon, là, tout de suite, j'ai pas d'idée. Quelquefois, la créativité, vous pouvez aussi la réveiller en jouant avec les mots. Vous écrivez un mot. Vous écrivez un mot hémisphère, mettons, par exemple, puisqu'on parle des hémisphères cérébraux. Et après, vous dites, tiens, hémisphère, ça me donne l'idée de quoi? Tiens, ça me donne l'idée de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Ok, c'est la map monde, donc c'est la Terre. Et après, la Terre, ça me donne quelle idée? Voilà. Et deux mots. Chaque mot vous amène l'idée d'un mot suivant et vous allez voir qu'à partir de l'hémisphère cérébral, vous allez arriver 5 minutes après à des données complètement différentes, mais qui vous auront fait voyager en quelque sorte. Là, il est question d'hémisphère forcément. Et alors qu'au début, quand vous avez commencé avec le mot hémisphère, pour vous, c'était clair qu'on parlait du cerveau. Voilà. Et voilà, il y a moyen, en jouant avec les mots, d'entraîner cet hémisphère endormi à se réveiller, à se déployer. Merci pour ta réponse à Véronique. On va prendre la question de Patrice et après on va continuer. Et Clotilde, on reviendra un tout petit peu après à ta question. Patrice qui demande, est-ce que la créativité peut être générée aussi par les autres dans un contexte de plaisir et de partage, par exemple? Évidemment, évidemment. Évidemment, parce que nous avons quelques idées pour la créativité et quand on est avec plusieurs personnes, la créativité
elle est accrue parce que l'un donne une idée et l'autre rebondit et le troisième rajoute une autre idée. Donc forcément, la créativité devient exponentielle. Et voilà. Alors, c'est vrai que les gens qui ont une prédominance de l'hémisphère droit sont beaucoup plus en recherche du plaisir, du côté jeu, jeu JEU, de la légèreté, de la facilité, que les personnes qui fonctionnent avec l'hémisphère gauche, eux, ont plutôt des émotions qui sont trop sérieux. Voilà, ils sont trop sérieux, ils ne savent pas rêver. Tandis qu'avec l'hémisphère droit, il y a une propension beaucoup plus facile à rêver. Voilà. Je sais que je suis fortement hémisphère droit, ma mère était fortement hémisphère gauche, et par exemple, quand j'allais faire les boutiques avec elle, moi je m'arrêtais pour rêver devant les vitrines, parce que, bon voilà, j'avais pas les moyens d'acheter, mais j'aimais bien regarder. Et ma mère me disait, mais arrête de regarder, de toute façon ça sert à rien, tu vas pas l'acheter. Et moi je disais, mais laisse-moi rêver. Et voilà, donc avec l'hémisphère gauche, les gens ne comprennent pas qu'on puisse rêver, puis avec l'hémisphère droit, on ne peut pas s'empêcher de rêver. Donc, quelquefois, cette différence de fonctionnement hémisphère gauche, hémisphère droit peut expliquer les difficultés relationnelles qu'on peut avoir en famille. Quand par exemple, dans une famille, il y a 4 personnes qui sont avec une prédominance forte de l'hémisphère gauche et qu'il y a un hémisphère droit qui se pointe dans cette famille, forcément, on arrive à des incompréhensions au niveau du tempérament et des incompréhensions que les gens ne comprennent pas d'où ça vient. Et c'est dommage, ça rend la vie un peu compliquée quand même, hein. Ça rend vraiment la vie très compliquée. Alors tant qu'on a des amis qui sont hémisphère droit comme nous, c'est facile, mais quand on se retrouve avec des personnes qui sont fortement hémisphère gauche, on a du mal à s'adapter. En fait, en ce qui me concerne, j'ai vraiment eu un mal fou à m'adapter. En fait, tout le temps que j'ai travaillé en entreprise, c'était insupportable. Insupportable. Parce que moi, je mettais ma créativité en route et on me disait, mais arrête de créer. Alors, j'avais l'impression d'être ficelée, de ne pas pouvoir vivre. Et c'était insupportable. Et je hérissais le poil de mes supérieurs hiérarchiques, forcément. On n'était pas adaptés. Après, j'ai compris qu'il fallait que je me mette à mon compte et là, ça commençait à devenir beaucoup plus intéressant, beaucoup plus facile. Donc voilà. La réponse à Patrice, si tu veux, on peut continuer et puis on reviendra aux questions un petit peu après. Alors, pour continuer, est-ce que vous auriez des demandes particulières? Comme, par exemple. Ah, ici, je vois Patrice qui a parlé de Walt Disney. J'adore. Ouais. Il y a Lauriane qui a écrit « La prédominance hémisphère droit peut vraiment être source de souffrance et de rejet d'autrui. Cela fait développer un faux self handicapant par la suite. » Voilà. En fait, et ça, c'est vraiment mon histoire de vie. Avec la prédominance de fonctionnement de l'hémisphère droit, je me sentais inadaptée partout où je passais. Et donc, j'étais très souvent l'objet de critiques, l'objet de moqueries, l'objet de... Comme les gens ne me comprenaient pas, je me sentais très fortement rejetée. Et ça m'a poursuivi très longtemps. En fait, ça m'a poursuivi jusqu'à ce que je découvre la numérologie et que là, je découvre les particularités que j'avais. En fait, c'est mon professeur de numérologie, qui était une femme extrêmement cultivée, qui m'a expliqué la différence entre ces deux cerveaux, qui m'a expliqué que c'était pas un handicap, que j'avais juste à apprendre à accepter ma bizarrerie. À l'époque, je le prenais comme une bizarrerie, ma particularité, voilà. Et en apprenant à accepter ma particularité, je me suis harmonisée avec moi.
Et après, ça a été beaucoup plus facile. Et en fait, la numérologie, pourquoi ça m'a bien parlé? Parce que la numérologie utilise les nombres qui sont des symboles, et les symboles font appel à l'hémisphère droit. Et donc, j'ai commencé à jongler avec ces nombres, et j'ai mesuré à quel point j'avais une facilité à faire comment je peux dire, à comprendre le tempérament des gens, et donc à expliquer aux gens, ben voilà, vous, votre tempérament, il est constitué comme ceci, comme cela. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de restaurer mon estime de moi. Et voilà, c'est par des études qui faisaient appel à l'hémisphère droit du cerveau que j'ai connecté avec mon intelligence. Alors qu'avant, franchement, je me croyais super nulle. Et en fait, ces études, je les ai faites à l'âge de 38 ans, donc c'était pas de bonheur, mais j'ai quand même eu la chance de les faire pas trop tard. Et donc, c'est à 38 ans que j'ai commencé à développer l'estime de moi. Mais c'est vrai que pendant de très nombreuses années, ça a fait plusieurs dizaines d'années, on se croit inadapté, c'est quand même particulièrement douloureux, hein. Alors, on dit, ben voilà, les gens qui sont surdoués, on dit, ben voilà, ils ont plus de facilité et tout ça, mais les gens qui sont surdoués, bien souvent, ils ont cette particularité d'avoir un hémisphère droit bien actif. Mais les gens qui sont surdoués, ils se sentent complètement inadaptés aussi, parce que incompris des autres, quoi. Et donc, ça génère des grandes différences de tempérament, cette histoire de prédominance d'hémisphère gauche ou d'hémisphère droit, qui font que on doit faire des efforts très importants pour rester socialisé. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à passer le cap, en fait. Il faudrait vraiment attirer beaucoup plus souvent l'attention des gens sur ce déséquilibre entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et ce qui serait cadeau, c'est que à l'éducation nationale, ils enseignent autant pour l'hémisphère gauche que pour l'hémisphère droit. Comme ça, il n'y aurait pas d'enfants qui seraient laissés sur le carreau, il n'y aurait pas d'enfants qui, qui, qui auraient du mal à démarrer dans la vie. Chacun pourrait se récupérer avec le côté qu'il a en fonctionnement plus rapide, quoi. Alors, si tu veux, on peut continuer à développer la conférence avec les questions, parce qu'il y en a pas mal, et du coup, ça va répondre vraiment aux besoins de chacun. On a Sylvia qui demande, et dans la vie de couple, est-ce qu'on peut s'entendre si on est opposé? Alors, j'ai envie de dire, on peut s'entendre si on est complémentaire. Mais si on est opposé, supposons, monsieur, il est très cerveau gauche et madame, elle est très créative. Je pense qu'ils vont s'écharper, il arrive un moment. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait une complémentarité. L'un peut être un peu plus créatif, l'autre peut être un peu plus cartésien, mais supposez que vous ayez un vrai cartésien avec une vraie lunaire, je ne sais pas si ça peut s'entendre, hein. Je pense que ça a beaucoup de chances de finir en pugilat, parce que mutuellement, ils vont avoir du mal à comprendre le fonctionnement de l'autre. Par exemple, celui qui est cartésien, il va dire à la lunaire, mais enfin, redescends sur Terre, fais quelque chose, sois concrète. Et l'autre qui est lunaire, elle peut dire au cartésien, attends, tu me brides, là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai pas besoin d'être bridé, moi j'ai besoin que ma créativité soit encouragée. Alors voilà, ça risque quand même de ne pas être confortable au quotidien, hein. Il me semble. Moi j'ai la chance d'avoir trouvé un mari. J'étais pas précoce, hein, on s'est rencontrés, on avait 45 ans, mais il avait comme moi une quasi-égalité entre les deux parties du cerveau. Néanmoins, je suis un peu plus créatif que lui à ma façon, et lui, il serait un peu plus cartésien, mais enfin, on a quand même un bel équilibre chacun.
Mais s'il y a un vrai cartésien et une vraie créative, ils doivent quand même avoir du mal à vivre en harmonie. Ou alors, ils ont besoin mutuellement d'apprendre ce que l'autre apporte. Mais là, il leur faut beaucoup de patience, beaucoup de diplomatie. Je sais franchement pas si c'est possible. Non, ça, je sais pas. Eh ben, merci. Mais par exemple, dans une fratrie, il peut y avoir des vrais cartésiens puis des vrais créatifs. Ma sœur, elle est vraiment fortement cartésienne. Et moi, je suis fortement créative. Et du coup, ben, on n'a rien à se dire, quoi. Moi, j'ai envie de dire, elle me déprime. Mais vraiment, elle me déprime. Et en même temps, ça retire pas sa valeur, hein, mais j'ai pas grand-chose à lui dire. Et dans une même fratrie, c'est bizarre parce que au sein d'une même famille, on peut ne pas se comprendre. Et ça a été dur, hein. Ça a été dur. Et pourtant, ma sœur et moi, on a 14 mois d'écart, c'est pas beaucoup, hein. Mais ça a été dur. Vraiment, ça a été dur. Et encore aujourd'hui, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Elle trouve que ce que je fais, c'est stérile, et moi, je trouve que ce qu'elle fait, c'est pénible. Ouais, on n'est pas tout à fait fait pour s'entendre, hein, mais bon, ça n'empêche qu'on est deux sœurs. Ouais. Heureusement, j'étais plus proche de mon frère qui était très créatif comme moi, heureusement. Ça m'a aidé. Sinon, j'aurais. Ouais, c'était déjà pas facile, mais j'aurais eu encore plus de mal. Voilà. Euh, j'ai eu une idée qui est passée. Bon, ça va peut-être revenir dans les questions. Ok. Ben, merci déjà pour ta réponse à Sylvia. On va du coup prendre la fameuse question de Clotilde qui nous demande comment élever le taux vibratoire. Comment élever le taux vibratoire? En prêtant attention à nos pensées, en ne cultivant que des pensées positives. C'est la première chose. Vous pouvez aussi élever le taux vibratoire en faisant un peu de méditation, en vidant. Alors, faire de la méditation, c'est pas s'asseoir en lotus, mettre ses mains comme ça. et, et voilà, vous pouvez faire de la méditation en vous promenant et en regardant un massif de fleurs. Vous pouvez faire de la méditation en vidant votre tête pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle. Voilà. Il y a de multiples façons de faire de la méditation. Il n'y a pas besoin de rester 1 heure assis en tailleur à ne pas bouger. L'important, c'est de vider la tête, vider la tête des pensées très fréquentes qu'on peut avoir, de façon à faire de la place. Et quand vous avez vidé votre tête pendant quelques minutes, eh bien, vous avez l'inspiration qui arrive, et puis là, du coup, vous allez augmenter votre taux vibratoire. Comment on peut faire aussi pour augmenter le taux vibratoire? Vous pouvez aller vous balader dans la nature et simplement savourer d'être dans la nature et d'écouter les oiseaux, de regarder les plantes, de regarder les arbres, de regarder un cours d'eau. Si c'est la mer, c'est la mer. Voilà. Et par cette connexion à la nature, vous pouvez élever votre taux vibratoire. Et puis vous pouvez élever votre taux vibratoire en vous répétant simplement votre prénom, puis à côté vous dites je t'aime. Par exemple, Simone, je t'aime, Marie-Christine, je t'aime. Voilà, et rien quand vous répétez ça pendant 3-4 minutes, vous allez voir, vous allez être dans une prédisposition différente. Vous pouvez aussi, j'ai fait ça une fois, pendant 3 jours, j'ai eu un moral, mais vraiment au sous-sol. Et en fin d'après-midi du 3e jour, je me suis dit, bon Virginie, ça ne peut pas durer comme ça, fais quelque chose. Alors j'ai arrêté mon activité, je suis allée m'allonger sur mon lit, et pendant 3 minutes, j'ai répété, je suis remplie de paix, de tendresse, de lumière et d'amour. 3 minutes, au bout de 3 minutes, j'étais remplie de paix, de tendresse, de lumière et d'amour. Ben voilà comment on élève le taux vibratoire, c'est tout simple. C'est vraiment, voilà, des petites méthodes simples. Ou alors vous pouvez aussi, pour élever votre taux vibratoire, regarder une émission qui vous fait rire.
Voilà, ben forcément, avec le rire, vous allez élever votre taux vibratoire. Vous pouvez aller faire une petite séance de yoga du rire. Je vous conseille le yoga du rire, c'est très sympa. S'il y a ça près de chez vous, essayez, ça fait vraiment du bien. Ça recharge, ça vide la tête, ça oxygène, ça élève les pensées. Ça fait vraiment du bien, c'est parfait. Bon, voilà, diverses façons d'élever le taux vibratoire. Vous pouvez aussi lire des messages inspirants. Il y a des auteurs, surtout maintenant avec Internet, on peut les trouver facilement. Il y a des auteurs qui écrivent et qui sont sources d'inspiration. Voilà, à consommer sans modération. Et puis, pour augmenter le taux vibratoire, il suffit de cesser de penser à ce qui nous fait souffrir et à ce qui ne nous plaît pas, à ce qui nous plombe. Et voilà. En fait, moins on cultive les pensées qui nous plombent et plus on fait de la place pour les pensées qui peuvent nous rendre heureux. Et donc, plus on va se donner les moyens de développer dans notre vie tout ce qui nous rend heureux et moins il y aura de place pour ce qui n'est pas agréable. Et donc, si on passe son temps à dire je vais arrêter de penser à des pensées de guerre, on reste envahi par ces pensées de guerre. Tandis que si on se répète, par exemple, rien que le matin en se levant, essayez de vous dire des petites pensées très positives. Merci la vie pour ces nouvelles expériences ces nouvelles expériences heureuses que je vais faire aujourd'hui. Merci pour les perspectives très sympathiques qui m'attendent dans la journée. Merci pour tout ce que les rencontres que je vais faire et ce que je vais réaliser avec plaisir. Et rien que des choses comme ça vous entraîne à être positif dès le matin et à voir se dérouler votre journée de façon beaucoup plus légère et de façon agréable. Vous vous mettez dans des dispositions de passer une bonne journée. C'est assez incroyable et c'est tout simple. Et ça ne demande pas de temps. En 1 minute, c'est fait. Et puis, vous pouvez aussi dans la journée dire merci. Merci pour tout. Merci pour l'émission que je viens de voir. Merci pour la chouette conversation que j'ai eue avec telle personne. Merci pour l'expérience sympa que je viens de faire. Ou merci pour la belle découverte que je n'imaginais pas faire. Ou, voilà. Et par la gratitude, vous allez aussi augmenter votre taux vibratoire. Et du coup, après, on est beaucoup mieux. Bien, merci beaucoup Clotilde pour ta question. Dan, comment faire pour développer son hémisphère gauche si on veut s'harmoniser et que l'on est trop dans son droit? Ça, c'est la question à 1 euro. Pour développer son hémisphère gauche, s'entraîner à être concret. Parce qu'avec le droit, on a tendance à trop rêver. Donc, on a bien souvent pas suffisamment les pieds sur terre. Donc, par exemple, Dan, quand vous avez une idée, par exemple, vous avez l'idée de réaliser un truc, voilà. Eh bien, pour développer votre hémisphère gauche, vous faites un plan d'action. Pour réaliser le truc, j'ai besoin de commencer par créer ceci, de mettre sur pied ça, vous voyez, vous faites une liste de choses qui vous permettront, à partir de ce que vous avez, de réaliser ce à quoi vous avez pensé. Voilà. Et par les plans d'action, vous allez commencer à avoir les moyens de les concrétiser, de les réaliser. En fait, faites-vous des étapes. Et après, quand vous avez listé les diverses étapes que vous pouvez faire, vous les mettez dans l'ordre. Vous dites, tiens, ce serait bien pour la première de faire ceci, la deuxième, faire ça en second, faire ça en troisième, faire ça en quatrième. Et comme ça, au bout d'un certain temps, vous aurez les moyens de concrétiser ce à quoi vous avez pensé. C'est vrai parce que quand on a une prédominance de l'hémisphère droit, on a une facilité pour rêver, pour imaginer, pour envisager des nouvelles façons de faire, mais tant qu'on ne les concrétise pas, il ne se passe rien. Ça reste un peu stérile. Tandis qu'avec les plans d'action, là, vous allez vous donner les moyens. Vous faites des listes. Ça peut être un plan d'action précis, chiffré dans le temps, avec des dates, avec le temps que vous allez passer. Ou alors ça peut être des listes.
Alors, il y en a qui disent, ouais, mais avec l'hémisphère droit, on n'aime pas les listes, parce qu'avec l'hémisphère droit, on aime bien sa liberté. Ne serait-ce qu'il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Il y a un petit minimum de persévérance à avoir. Il faut développer la persévérance quand on a une prédominance hémisphère droit. Merci pour ta réponse, Dan. Laura demande du coup, quels sont les inconvénients pour avoir son cerveau droit développé et comment savoir réellement lequel des deux cerveaux est le plus développé que l'autre? Alors, quels sont les inconvénients à avoir le cerveau droit développé? Avec un hémisphère droit plus développé, on a toujours envie de créer. Et donc, peut-être que avec le droit plus développé, on ne va pas au bout des choses. On commence à créer, puis on arrête en cours de route. Donc, on peut avoir tendance à tout commencer et pas finir les choses. Donc, au bout d'un moment, on est mécontent parce qu'on a commencé plein de trucs, mais en même temps, on a rien de concret sous les yeux ou on n'a pas réalisé quelque chose de façon concrète. Et du coup, voilà. Donc, il est intéressant, quand on a un hémisphère droit prédominant, il est intéressant de s'atteler à aller au bout des choses. En fait, quand on est le droit prédominant ou quand on est le gauche prédominant, on a toujours des efforts à faire. Mais en même temps, on voit bien que quand on les fait et qu'on arrive à aboutir à réaliser les choses, eh bien, voilà, on est quand même heureux. Ouais, ouais, il y a le bonheur d'avoir abouti, quoi. Quelquefois, on met longtemps, hein. Selon ce dans quoi on s'est lancé, quelquefois, on met longtemps. Et On a aussi Patrice qui demande est-ce qu'il y a un parallèle hémisphère gauche-droite et masculin-féminin? alors, oui, je l'ai constaté il n'y a pas tellement longtemps. Effectivement, l'hémisphère gauche serait plutôt masculin, et l'hémisphère droit serait plutôt féminin. Maintenant, ça dépend un peu comment tout le monde, qu'on soit homme ou femme, nous avons une part de masculin et une part de féminin. C'est comme le Tao. Mais effectivement, l'hémisphère gauche, il est plus sérieux, il est plus raisonnable, il est plus cartésien, donc ça, c'est plutôt masculin. Tandis que l'hémisphère droit, il est plutôt, euh, enfin, il va porter plus attention aux sensations, aux émotions, au côté affectif, au relationnel. Et du coup, effectivement, il y a une ressemblance entre l'hémisphère gauche et le masculin et l'hémisphère droit et le féminin. Tout à fait. Merci pour la réponse. Merci Patrice pour la question. Et puis voilà, on va aussi aborder les cerveaux droits, le cerveau gauche, et puis les bénéfices de réunir les deux dans les 3 ateliers qu'on propose avec Virginie dès la semaine prochaine. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces 3 ateliers? Alors, je vais justement faire un premier atelier sur les atouts du cerveau gauche. Et donc là, on va voir quelle est la relation au temps avec le cerveau gauche. Le temps, pas la météo, mais le temps qui passe. Quelles sont les émotions qui sont cultivées plus souvent avec l'hémisphère gauche? Comment la personne qui a un hémisphère gauche plus développé va chercher ces informations? Qu'est-ce qui permet de découvrir? Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qu'il aime et quel est son mode de fonctionnement préféré? Voilà. On fera pareil le 10 septembre pour le cerveau droit. Et comme ça, avec ces 2 ateliers, vous aurez une vision beaucoup plus claire de cette différence. Et enfin, le 17 septembre, donc ce sera le lundi dans 3 semaines, on verra les bénéfices d'équilibrer simultanément le gauche et le droit, donc avec les conséquences que ça va faire d'équilibrer ces 2 hémisphères, comment ça va modifier le confort de vie, quelle influence ça peut avoir dans le quotidien. Et
on va voir un peu le moyen de, je vais les rajouter, j'ai l'idée qui passe en même temps. Comment on peut utiliser les symboles pour développer beaucoup plus le fonctionnement de l'hémisphère droit, pour réveiller l'hémisphère droit. En fait, l'hémisphère droit, chez la plupart des gens, il est comme endormi, comme s'il fonctionnait au ralenti. Et donc, on va voir avec, grâce au symbole, comment on peut le vitaliser. Je vais rajouter dans ça ce sera le 17 septembre. Donc voilà, 3 ateliers qui vont vous apporter un éclairage très pratique des deux cerveaux et de l'utilisation simultanée des deux. Donc si ça vous intéresse, Cédric va mettre le lien tout à l'heure et vous pourrez vous y rendre sur la page en cliquant sur le lien. Voilà, vous avez les infos juste au-dessus du chat en cliquant sur le bouton, ou si vous nous regardez en replay, bien juste sous la vidéo. Alors, ce sont des ateliers en direct, vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Et puis, il y aura le replay qui sera disponible à chaque fois dans votre espace membre à vie dans les jours qui suivent. Du coup, Laura, apparemment, n'a pas forcément répondu à sa question qui dit comment savoir réellement quel est le cerveau le plus développé que l'autre chez soi. Eh bien, pour le savoir, vous pouvez remarquer si vous avez une prédominance de raisonnement, une prédominance de réflexion, une prédominance d'analyse, une prédominance de logique, une prédominance de cartésien ou de rationnel. Voilà, si vous avez ces prédominances-là, c'est l'hémisphère gauche. Si vous avez au contraire une prédominance des sentiments, de l'imagination, de la créativité, et si vous êtes attiré par tout ce qui est inconscient, tout ce qui est irrationnel, là vous voyez que vous avez une prédominance de l'hémisphère droit. Alors il y a une chercheure, une dame qui était chercheure sur le cerveau, elle a écrit un livre d'ailleurs qui est extrêmement intéressant à lire. Elle s'appelle Jill, J-I-L, plus loin Bolte, B-O-L-T-E, et plus loin Taylor, T-A-Y-L-O-R. Et elle a écrit, comment il s'appelle ce livre? Attendez, je cherche. Ça va revenir. Et cette dame était chercheure sur le cerveau, et un matin, elle a voulu se lever et puis elle est partie elle a perdu connaissance et en fait elle a fait un accident vasculaire cérébral. Et cette dame jusqu'alors elle disait que l'hémisphère droit était beaucoup plus intéressant. Voilà, elle vantait plutôt un hémisphère que l'autre. Et cet accident vasculaire cérébral lui a inondé l'autre partie de son cerveau. Et donc pendant 1 an, elle a fonctionné avec énormément de rééducation pour retrouver le fonctionnement de son cerveau. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, on ne pouvait pas vivre avec seulement un hémisphère sur les deux, parce qu'on avait autant besoin du côté cartésien, rationnel et logique que du côté affectif, émotionnel, créatif et imaginaire. Et donc, elle s'est rendue compte, le livre s'appelle « Voyage au-delà de mon cerveau ». Et cette femme s'est rendue compte que en fait, elle avait vécu cet accident vasculaire cérébral et elle avait dû faire cette année de rééducation pour pouvoir expliquer aux gens l'intérêt de fonctionner à égale hauteur avec les deux hémisphères cérébraux. Donc ça, c'était assez intéressant. Et en fait, quelquefois, si pour vous, c'est pas évident de savoir avec lequel des deux vous avez une prédominance de fonctionnement, c'est probablement que vous fonctionnez à égale hauteur avec les deux. Maintenant, quelqu'un qui est beaucoup plus hémisphère gauche, tout ce qui est inconscient et irrationnel, ça va l'énerver au plus haut point, il ne va pas y croire. Donc là, vous le voyez tout de suite. Tandis que
Ouais, les gens qui supportent pas qu'on fasse preuve d'imagination et tout ça, là, c'est sûr, ils ont une prédominance du gauche. C'est clair. Et par contre, avec un excès de gauche, on est vraiment trop sérieux, on est un peu enfermé dans ses certitudes, on a un manque d'ouverture sur le monde, et voilà, donc ça simplifie pas la vie. Et voilà comment voir la différence entre les deux. Mais le plus intéressant, c'est de les voir fonctionner, voilà, à même hauteur, les deux morceaux de cerveau, les deux parties de cerveau, à les voir fonctionner à la même hauteur, comme ça, ben, vous tirez profit de tout, quoi. Ça a son avantage. Voilà, donc Laura, j'espère qu'on répond à ta question. Merci Lauriane pour le titre du livre. Et puis donc Lauriane demande, dans la présentation de la conférence, il dit que vous vous donnerez les moyens de reculer vos limites beaucoup plus facilement, ainsi que vous saurez comment développer votre efficacité et votre plaisir de vivre, c'est-à-dire. Ah. Alors, pour reculer ses limites, le moyen utilisé, c'est d'utiliser les symboles. Et en fait, quand j'ai créé l'outil ludique, les génies créatifs, je l'ai vraiment fait dans ce sens-là. En fait, bien souvent, quand on est face à un problème, si on va chercher le moyen de résoudre ce problème en utilisant l'hémisphère gauche du cerveau, eh bien, on va retourner dans ce qui est connu, dans ce qu'on a déjà expérimenté, dans l'expérience qu'on a déjà faite sur cette question. Mais si, à un moment donné, c'est vraiment un problème, c'est que nous devons passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, le seul moyen, c'est d'utiliser l'hémisphère droit pour reculer notre zone de confort et aller explorer d'autres choses. Et en fait, bien souvent, face à un problème, nous avons des solutions qui sont juste à notre portée, mais comme le problème, il est dans un secteur, il suffit juste de regarder ce problème sous un autre angle et on commence à voir arriver des solutions qu'on ne voyait pas auparavant. Et c'est pourquoi j'ai créé l'outil Les Génies Créatifs, parce que en faisant immerger les gens dans l'univers, alors j'ai choisi l'univers des fées et des lutins, en les faisant regarder leurs questions sous l'angle des fées et des lutins, et bien tout à coup ça donne des idées aux gens de solutions qui sont juste à leur portée, mais qu'ils ne voyaient pas parce qu'ils étaient, j'ai envie de dire, enfermés dans le problème. Voilà. Et donc, voilà, pour reculer nos limites, c'est c'est changer l'angle d'approche, aller faire un tour dans le domaine de l'imagination, de façon à regarder les choses sous un autre angle. Et voilà, vous pouvez juste faire une expérience. Vous imaginez, quel exemple je peux prendre? Voilà, vous imaginez que vous devez résoudre quelque chose mettons, qui se trouve sur une table. Eh bien, essayez d'imaginer que vous montez debout sur la table et que vous regardez ce qui est un peu compliqué à faire. Et du coup, le fait de changer votre angle de regard, vous allez voir le problème autrement, la difficulté autrement. Et essayez après, ça c'est une façon de faire, maintenant vous allez essayer de mettre vos yeux au niveau de la table et vous allez observer votre difficulté, voilà, avec le regard au niveau de la table. Vous allez encore le voir autrement. Et du coup, rien que ça va vous permettre de commencer à entrevoir des façons différentes de faire ce que vous aviez à faire. Voilà. Et ça, c'est prendre un positionnement physique différent pour dire de regarder le problème sous un angle inhabituel. Ouais, en fait, il y a l'idée, je me rends compte au fur et à mesure que je vous explique, il y a l'idée de faire une petite gymnastique cérébrale pour
regarder la situation d'une façon différente, sous un angle différent. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à reculer les limites. Parce que si on fait toujours le même mouvement, si on pose toujours les mêmes actes, eh bien, on va obtenir les mêmes résultats, il n'y aura pas de surprise, voilà. Tandis que si on s'entraîne à faire autrement, si on se pose des questions, vous pouvez aussi utiliser l'expression « et si ». Et si je faisais le truc en m'y prenant autrement, comment ce serait? Et si je le faisais en regardant le truc d'une façon inhabituelle? Et si je le mettais sur mon dos pour faire autrement? Voilà, et c'est vraiment par le biais de l'imagination, par le biais de l'imagination que vous allez trouver des solutions innovantes, un peu novatrices. Je ne sais pas si je suis claire. C'est assez clair, bon. Et du coup, comment développer son efficacité et son plaisir de vivre? Eh bien, en sortant de la routine et en s'entraînant à innover un petit peu chaque jour, enfin chaque jour, quand on peut, le plus souvent possible, en se disant, bon tiens, admettons, je travaille 6 heures par jour, mais je vais me prendre une demi-heure à plusieurs reprises dans la semaine pour faire un petit atelier créatif. Alors ça peut être un atelier créatif à partir de crayons de couleur, ça peut être un atelier créatif à partir des mots, ça peut être un atelier créatif à partir d'un collage qu'on va faire. On va prendre des magazines, on va couper les photos, on va les coller, et puis après on peut se dire tiens, qu'est-ce que j'ai représenté, et puis commencer à raconter une histoire. Ça peut être aussi un atelier créatif en faisant, je ne sais pas moi, par exemple en allant faire un petit peu en allant prendre l'air dehors, mais au lieu de marcher comme d'habitude, tiens, ben aujourd'hui je vais courir, ou ben tiens, aujourd'hui je vais le faire à reculons, ou aujourd'hui, voilà, comment essayer de trouver les moyens de faire autrement que la façon dont on s'y prenait d'habitude, pour s'étonner un peu, pour voir un peu ce que ça fait. Ou alors essayer, par exemple, si vous allez vous promener, de marcher accroupi pour voir, tiens, qu'est-ce que ça fait si on est beaucoup plus petit et qu'on fait ce même chemin. Et voilà. Et du coup, de créativité en créativité, ça ouvre votre esprit. Et puis, bien souvent, ça fait rire. Ça fait rire et quand on rit, bah, évidemment, ça va mieux. Et du coup, en procédant comme ça, on ne se prend pas au sérieux et ça amène de la légèreté, ça amène de la fantaisie. C'est ce que je trouve très sympa dans le yoga du rire, c'est que on retrouve son âme d'enfant, on retrouve le goût du jeu, on retrouve l'envie de ne pas se prendre au sérieux, mais d'entrer dans la spontanéité et dans l'exploration. Tiens, vous savez, quand on est petit, on dit, bon, allez, on dirait que toi, tu es le docteur et moi, je suis la dame qui s'est cassée la jambe. Allez, tu me mets un plâtre à ma jambe. Et puis voilà, les enfants sont partis, ils ne se posent pas de questions et ils retrouvent ce bonheur de l'improvisation dans le moment présent. Et ça, c'est vraiment cerveau droit. Ça, c'est sympa. Ouais, ça, c'est sympa. Et en fait, avec l'hémisphère gauche, on est souvent trop sérieux et du coup, en fait, pour ma part, mais je vois bien que pour mes clients, c'est la même chose, les gens qui viennent chercher mes services, je vois bien qu'ils sont comme conditionnés par une routine et ils veulent remplir leur journée de choses très sérieuses, mais du coup, quelle est la place du plaisir dans chaque journée? Et c'est intéressant de se définir un moment dans la journée pour s'accorder, de s'écouter, pour s'accorder de faire quelque chose de créatif, mais on n'a pas besoin que ce soit une œuvre d'art, hein. On n'est pas là pour faire Picasso, parce que de toute façon, même si on essayait, on n'y arriverait pas. Mais voilà, de s'accorder un moment pour soi, un moment de fantaisie, un moment de, ouais, de créativité.
Et, et ça fait un bien fou. Quand on est petit et qu'on est en cours, on a des phases de récréation. Et je trouve que ce qui manque dans les entreprises, c'est de remettre ces temps de récréation. Ces temps, parce qu'on ne peut pas assurer un sérieux dans la réflexion pendant toute la journée. Et si les gens étaient autorisés à faire des pauses inhabituelles, des pauses de rire, des pauses d'oxygénation, rien que faire des grands exercices de respiration plusieurs fois 4 ou 5 fois de suite, plusieurs fois dans la journée, rien que ça fait du bien. Rien que ça. C'est pas grand chose et on pense pas à le faire. Or, pour le corps, pour le cerveau, ça fait un bien énorme. Parce que justement, l'oxygène vient éclaircir les pensées, vitaliser le cerveau, vitaliser le sang. Et du coup, rien qu'avec l'oxygénation, ça va beaucoup mieux. Et ça, pour le cerveau, je vais le rajouter. Oxygène. Pour le cerveau, c'est très très important que le sang ne stagne pas dans le cerveau, que ça circule. Et plus le sang va circuler, et plus il va être oxygéné, et plus ça va amener des pensées légères. Ta réponse, on a Patrice qui nous dit, nous voyons bien que Virginie est majoritairement cerveau droit car c'est l'oreillette qui tombe le plus souvent. Les oreillettes, elles tiennent pas dans les oreilles. Elles sont vivantes. Voilà. Peut-être que je gigote un peu. Patrice est observateur. Oui. Et puis, il dit que c'est de l'humour de son hémisphère droit aussi. Voilà. Et ça fait du bien. On a Lauriane qui nous dit, pour ma part, j'aurai à développer mon cerveau gauche. Alors, moi, c'est pareil. La place au plaisir dans la journée, elle est présente. Il faut que je prenne du temps pour être sérieux. D'accord. Quand il n'y a que du plaisir et qu'il n'y a plus de sérieux, ouais, ça va pas. En fait, en toute chose, il faut un équilibre. Voilà. Mais que du sérieux et pas de plaisir, on voit bien qu'on n'est pas heureux. Et que du plaisir et pas de sérieux, ben, matériellement parlant, ça devient très compliqué. Voilà, c'est trouver, à part l'observation justement, comment on fonctionne, comment on agit au quotidien, et puis prendre cette part, aller aussi des fois vers cette part qui est pas forcément habituelle pour nous, c'est-à-dire pour moi par exemple plus le cerveau gauche, et puis voilà, comment je trouve mon harmonie avec les deux dans ma journée. Réserver un temps pour chacun. Voilà. C'est ça. Et en parlant de prédominance, on a Marie-Christine qui demande, un individu justement avec une prédominance cerveau droit peut-il être néanmoins limité ou bloqué sur le plan émotionnel pour lui ou pour les autres, et quels conseils pourrais-tu lui donner? Alors, les émotions, ça c'est un chapitre à lui tout seul. Effectivement, on peut être bloqué au niveau émotionnel. Là, j'ai pas de recette. Le meilleur moyen quand c'est comme ça, c'est que la personne, mais il est nécessaire que la personne soit volontaire, qu'elle fasse appel à un praticien qui va l'aider par des techniques comme l'EFT, par des techniques comme comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Il y a 2 ou 3 techniques comme ça qui sont faites exprès pour aider à dénouer l'émotionnel. Emotional Freedom Technique, c'est ça. Oui, ça c'est l'EFT. Et l'autre, c'est une technique où on utilise le mouvement des yeux pour débloquer l'émotionnel. C'est assez intéressant. Et après, il y a encore une autre technique qui s'appelle Access Consciousness, qui lui va utiliser des points d'acupuncture qui se trouvent sur la tête pour libérer les émotions à nouveau. Donc voilà, et ça c'est à faire avec un praticien. Sinon, quand même, je reviens à mon yoga du rire, mais comme le siège des émotions se trouve dans le bas du ventre, le fait d'utiliser le rire vient faire secouer le diaphragme
Et du coup, le fait d'utiliser le rire en secouant le diaphragme peut libérer des émotions bloquées. Donc, voilà, c'est encore une autre technique. Et après, bah, c'est l'art-thérapie. L'art-thérapie par le dessin, l'art-thérapie par l'écriture, l'art-thérapie par le chant. Le chant, souvent, est un moyen de libérer le secteur émotionnel auquel on ne pense pas. Et c'est pour les mêmes raisons que le yoga du rire. Parce qu'on travaille beaucoup avec la musculation du bas du ventre et en secouant, en faisant vibrer le bas du ventre pour que le son remonte. Il va faire vibrer le diaphragme et il agira exactement, le chant agira exactement comme le yoga du rire. Mais pour tout ça, bien souvent, les gens qui sont bloqués émotionnellement n'ont pas envie, ont peur de se libérer parce qu'ils ont peur de revivre la souffrance qui peut être cachée. Et avec des techniques comme le yoga du rire et le chant, ou alors aussi apprendre à jouer d'un instrument avant, mais avec un professeur, pour les mêmes raisons que le chant. Bien souvent, avec ces techniques-là, on n'a pas besoin de revivre l'émotion, on peut la libérer sans la revivre. Et ça fait énormément de bien. C'est des méthodes, je dirais, un peu douces pour se libérer émotionnellement. Et c'est toujours bien. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, mais il faut avant tout que la personne qui est coincée ait envie de se libérer. Et c'est cette décision que l'on ne peut pas prendre à sa place. Merci pour la réponse à Marie-Christine. On nous dit que la technique peut-être c'est l'EMDR. EMDR, c'est ça. Merci. C'est ça. Un chat très très actif, merci à vous. On a Patricia qui te demande, penses-tu qu'un burn-out peut être dû à l'utilisation unique du cerveau gauche? Ah oui. J'en ai fait 2 chez le collègue. Oui, oui, bien sûr, parce qu'avec le cerveau gauche, on se met la pression, on ne se détend pas, on épuise son corps parce qu'on ne se met pas à l'écoute de son corps et donc forcément, le burn-out peut avoir pour origine un excès de fonctionnement de l'hémisphère gauche, c'est clair. C'est clair. Parce qu'avec l'hémisphère droit, comme on écoute ses sensations, on ne rentre pas là-dedans. Tandis qu'avec l'hémisphère gauche, on se met une pression telle que effectivement ça amène le burn-out. Je ne dis pas que c'est 100% des cas, mais quand on a une prédominance de l'hémisphère gauche, on ne fait tellement pas attention à son corps que, évidemment, on va dans le mur. Quoi. Évidemment. Alors après, pour remonter le taux énergétique, il faut du temps. Hein. J'ai 2 expériences de C'est à l'époque où je connaissais pas encore je ne savais pas encore que j'avais un hémisphère droit qui pouvait rendre bien service. Oui. Tout à fait. Ben, merci Patricia pour ta question. On a Dan qui dit merci pour ce rapprochement car en effet, en tant que praticienne EFT, mon cerveau droit m'aide beaucoup dans mes accompagnements. Marie-Christine qui te dit merci beaucoup pour ta réponse. Il y a vraiment de quoi faire avec tout ça. Ben, merci à vous. Il nous reste encore un tout petit peu de temps pour prendre quelques questions. Donc voilà, dites-nous dans le chat si vous avez encore quelques demandes parce que pour l'instant, eh bien, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait. Donc je rappelle qu'on aura aussi 3 ateliers qui vont commencer la semaine prochaine en direct, donc sur l'utilisation du cerveau gauche, du cerveau droit et sur l'utilisation, l'harmonisation, on va dire, des 2 hémisphères pour le 3e atelier. Vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc on va prendre encore voilà, une dizaine de minutes ensemble. Notez-nous dans le chat si vous avez encore des questions sur ce sujet-là. Après, j'ai remarqué que quand on connaît bien lequel des 2 hémisphères on peut utiliser dans chaque situation, moi j'ai constaté que je gagnais un temps fou parce que je sais de façon très rapide comment je vais pouvoir résoudre ma question ou faire évoluer ma situation.
Et donc, je vois tout de suite si je m'en vais par l'imagination chercher une idée ou bien par la logique poser des étapes claires. Et du coup, c'est vraiment l'efficacité qui s'installe après. Mais voilà, il m'a fallu quand même quelques années pour trouver toutes ces différences. Mais on vit quand même mieux quand on utilise les deux. Il n'y a pas de commune mesure. Et à l'école, ce serait beaucoup plus facile pour les jeunes, pour les enfants, pour les jeunes, qu'il y ait beaucoup plus de cours qui soient enseignés sous la forme de jeu, par des approches ludiques. Ce serait beaucoup plus motivant, ça les intéresserait beaucoup plus, parce qu'on voit bien qu'un enfant ou un ado, si on aborde des connaissances avec lui sous la forme du jeu, ou si on joue avec lui pour que lui aille chercher les connaissances, on voit bien qu'il est intéressé tout de suite, et du coup ça donnerait des phases d'apprentissage beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables, parce que là j'ai franchement l'impression que les jeunes, on les gaffe comme des oies, et forcément qu'il y a des dérives au moment de l'adolescence, parce qu'il y a de quoi être révolté. Moi j'étais une traumatisée des études, hein. Je ris maintenant, mais l'autre jour, il y a ma nièce qui a envoyé un SMS pour dire qu'elle avait son bac, et moi, ça faisait encore un nœud dans le bas du ventre, ça faisait dans le plexus, ça faisait encore un nœud tellement j'ai été traumatisée du bac. C'est fou, quoi. Alors que je suis quelqu'un qui aime apprendre, j'étudie tout le temps, mais quand je faisais mes études, j'étais tellement pas intéressée par ce que j'apprenais, par la façon de l'apprendre, que tout était pesant. Les études étaient laborieuses, tout était pesant, puis j'ai eu une erreur d'orientation, j'ai raté les études, et puis voilà. J'ai passé 3 fois le bac, il n'a pas voulu de moi. Alors que maintenant, j'étudie en permanence. Je suis toujours en train de lire un livre, de me renseigner sur une technique, d'approfondir, voilà. J'ai vraiment le goût d'apprendre, mais pas du tout comme c'est enseigné à l'école, quoi. C'était indigeste possible. Pour quelqu'un qui est cerveau droit, c'est indigeste possible, l'école. C'est pas possible. C'est pas possible. Si bien que quand je suis arrivée en Touraine, j'ai fait un petit peu de soutien scolaire pour me faire un peu de finances, puis pour aider une maman qui était un peu débordée avec ses deux oiseaux. Et alors, je leur avais promis, voilà, on travaille 2 heures et après on fait un quart d'heure de folie. Et on a adoré tous les trois le quart d'heure de folie, mais ça nous faisait un bien à tous les trois, quoi. Et le gamin, je l'ai revu ce week-end parce qu'il est venu faire un stage avec moi, et il me dit, c'était quand même bien le quart d'heure de folie. Voilà. Mais forcément, on demande aux enfants d'être vieux avant d'être jeunes, et d'avoir une attitude d'adulte alors qu'eux, ils sont à l'âge de jouer. Il n'y a rien qui est c'est pas équilibré, quoi. C'est pas adapté. Ça peut pas les intéresser. Je crois que je vais révolutionner l'éducation nationale à moi toute seule. Et je pense que je vais avoir beaucoup d'amateurs. Voilà. On peut Ouais, rêver en grand, hein. c'est ça. Alors, On si est plein de parmi cerveaux les droits gens, pour soutenir. voilà, si parmi les gens qui m'écoutent, il y en a qui veulent foncer avec moi, allez, on fait un petit club tout de suite. Oui, il y aura des cerveaux droits pour me soutenir, là, je suis sûre. Mm. Je suis sûre. Alors, on a Patrice qui demande, burn-out, c'est, comme on en a parlé, c'est peut-être aussi un hémisphère droit qui est en souffrance, qui se préserve par le gauche. Ben, peut-être qu'il il sait pas comment intervenir, il sait pas comment reprendre sa place. Voilà. Donc il y a un cerveau gauche qui fonctionne à l'excès, puis le droit qui sait pas comment retrouver son amplitude. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'on Et, voit bien que quand on équilibre les deux, on n'arrive pas là. mm. On voit bien, on ressent qu'il y a un excès de fatigue et qu'il faut faire quelque chose, forcément parce qu'on s'écoute un peu. Et on pose les actes pour se reposer ou pour aller se changer l'air, pour se restaurer avant d'être arrivé à zéro. Mais c'est vrai que le burn-out, c'est un cercle vicieux, hein.
plus on bosse et moins on sait s'arrêter. Et puis quand on plonge, ben, c'est brutal, d'un seul coup, le corps ne peut plus. Il dit stop. Un matin, vous ne vous levez pas. Et vous dites, je comprends pas pourquoi. Et là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est pleurer parce qu'il n'y a plus de jus. Oui, oui, j'ai une certaine pratique. Et sinon, on a Marie-Christine qui demande, existe-t-il des tests comme ceux de la personnalité pour connaître son profil? Je crois que oui. Je crois que oui, mais j'ai pas le nom de test. Ouais. Je crois que oui, mais il doit exister. Il existe des livres qui posent ces tests. Oui, oui, j'ai vu passer ça, mais j'ai pas le nom là. Il faut chercher sur Internet. Il me semble bien qu'il y a des livres qui proposent ces tests pour voir où on en est. Il me semble que j'ai vu passer ça, mais j'ai pas le nom. Ok, ben déjà merci. Et puis voilà, on va aussi aller plonger dans l'approfondissement des hémisphères dans les ateliers aussi, donc ça va permettre aussi déjà d'apporter beaucoup de connaissances sur soi et puis sur ce qu'on ressent, d'apporter des réponses à nos questionnements et parfois aussi des éclaircissements sur les agissements qu'on a dans certaines situations et de se dire mais voilà, en fait je comprends pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je suis comme ça avec telle personne. C'est aussi par cette connaissance de soi, de son fonctionnement que ça va s'améliorer. Par exemple, quand, supposons, on est en relation avec une personne, je dis n'importe quel prénom, elle s'appelle Annie, et Annie, on a toujours envie de la boxer. Il y a de fortes chances que nous, on ait une prédominance d'un hémisphère cérébral et Annie, elle a la prédominance de l'autre. Et du coup, on a du mal à... Et ben, c'est comme si on ne parlait pas la même langue. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti souvent. Par exemple, je prends l'exemple de ma sœur, hein, c'est ce que j'ai ressenti souvent. On ne parle pas la même langue. Alors du coup, on arrive à des incompréhensions colossales. Alors que si on acceptait juste que l'autre est différent, qu'on ne cherche pas à le changer, mais qu'on trouve un consensus pour arriver à fonctionner avec, et ben on résout on améliore la relation. Mais voilà, c'est en comprenant bien quelle est notre différence par rapport à l'autre qu'on peut arriver à trouver les moyens d'assainir la relation. Ouais. Et c'est vrai que les ateliers là, qui vont suivre, ils vont apporter un éclairage conséquent, si bien qu'effectivement, vous allez pouvoir découvrir pourquoi vous réagissez parfois comme d'une certaine façon avec telle ou telle personne. Et vous allez pouvoir voir, ah ben tiens, dans le fond, telle personne avec laquelle je suis en relation, mais avec laquelle ça se passe pas très bien, ben voilà, notre grande différence, c'est ça. Et c'est toujours aller à la découverte de soi et en même temps mieux comprendre l'autre. Je trouve ça passionnant. Bon, vous avez pu voir, je suis une passionnée. Je crois que ça se voit. Un petit peu. Un petit peu. Ouais. On a une question qui est intéressante de Lauriane qui demande, peux-tu évoquer ce que tu appelles les symboles? Ah, les symboles, ce sont des images. Ce sont des images qu'on utilise et qui nous permettent ce sont des images qui nous permettent ou de développer des prises de conscience ou de dynamiser nos connaissances dans un certain domaine. Et par exemple, un symbole. Je vais prendre le premier qui me vient. Pour tout le monde, si on voit un cœur, on sait qu'il va être question du secteur affectif, il va être question d'amour. Ben voilà, le cœur, c'est un symbole qui parle de la même façon à tout le monde. Et pour tout le monde, ça veut dire la même chose. Et voilà, le jeu que j'ai créé, il utilise les symboles. Le principe est simple, on pose une question, qu'est-ce qui peut m'aider à réaliser tel truc? On sélectionne des cartes, sur les cartes, il y a des dessins, et ces dessins ou des idées, et ces dessins ou ces idées nous disent, bah tiens,
pour résoudre ma question, je pourrais faire ceci ou cela. Et donc, au début, on ne savait pas comment résoudre la question. Et en regardant quelques dessins ou quelques idées, eh bien, on acquiert ça fait fructifier notre imagination et du coup, on peut ou déclencher des prises de conscience ou accroître les idées pour réaliser quelque chose. Donc, il y a des symboles qui nous vitalisent et il y a des symboles qui nous font faire des prises de conscience. Et donc, voilà. Mais pour lorsqu'on veut faire évoluer une situation et qu'on ne sait pas comment faire, en allant chercher des symboles, eh bien, on trouve tout de suite moyen de le faire. Alors, par exemple, les symboles, eh ben, il y a des symboles très connus comme le sigle arrobase, le petit logo des euros, le sigle des pharmaciens. Tout ça, ce sont des symboles. Et pour tout le monde, ça veut dire la même chose, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis ou qu'on soit au Maroc. Voilà. Et donc, c'est universel. Ce sont des données universelles. Réponse. Et merci Lauriane pour ta question. On va arriver au terme de cette conférence. On va prendre une dernière question de Patricia qui te demande, on dit que les neurones prennent leur source dans les intestins. Es-tu d'accord avec cela? Alors, je ne dirais pas les neurones prennent leur source dans les intestins, mais ce sont les émotions qui prennent leur source dans les intestins et donc on appelle les intestins le deuxième cerveau. Voilà. Donc, je ne le formulerai pas tout à fait comme ça, mais voilà, dans les intestins étant la source des émotions, et bien, comme ce sont nos émotions j'ai envie de dire, qui nous mettent en action ou qui nous font prendre conscience que on n'est pas bien, on n'est pas tout à fait heureux, qui nous permettent de réagir, et bien voilà, les émotions sont un complément, des outils complémentaires pour le cerveau et pour notre fonctionnement. Et en fait, avec les émotions vont déclencher des endorphines ou des hormones, les hormones du plaisir ou au contraire les hormones de la tristesse ou les hormones du désespoir. Et donc, effectivement, il y a un lien direct entre les émotions qui se trouvent au niveau du gros intestin et le fonctionnement du cerveau. Tout ça c'est lié, mais je ne l'aurais pas formulé tout à fait comme la personne qui a posé la question. Merci pour ta réponse à Patricia. Merci pour vos questions, pour vos partages, pour vos échanges. Merci Virginie, et bien pour tout ce que tu nous as apporté pendant cette soirée. On va arriver justement à la fin. Et donc, avant de se quitter, de vous souhaiter une très belle soirée, Virginie, est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin, nous dire, ben voilà, qu'est-ce qui serait important de retenir uniquement de cette soirée si on devait retenir qu'une seule chose? C'est de ne pas oublier de faire une place au plaisir dans votre vie et de ne pas oublier de faire une place à la facilité, à la beauté, parce qu'on est souvent, notamment par les médias, on est souvent sollicité par des choses désagréables, des choses sombres, mais en entraînant notre esprit à aller voir les choses positives, les choses belles, on en découvre de plus en plus et du coup on installe cette beauté dans notre vie et c'est quand même beaucoup plus agréable. Vous voyez derrière moi, dans le décor de mon bureau, il y a des faits pour m'inciter à développer cette légèreté, cette facilité et ce bonheur de vivre dans une nature préservée. Et ben, je souhaite ça à tout le monde. Vraiment, je souhaite ça à tout le monde. Et voilà, ce serait bien que les gens perdent l'habitude d'orienter leurs pensées vers tout ce qui est désagréable dans la vie. Et alors, je vous conseillerais à tous de lire un livre que je trouve extra. C'est la troisième fois que je le relis et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Ça s'appelle Le hasard n'existe pas de Carl Otto Schmitt. Et dans ce livre,
il nous rappelle comment notre façon de penser peut amener notre qualité de vie. Et ce livre, il devrait être mis en perfusion à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est les principes du bonheur. Voilà, cet homme explique les principes du bonheur. Je le conseille vraiment et à tout le monde, et vous pouvez en ce moment le trouver en PDF gratuit sur Internet. Voilà. Le livre à lire, relire, relire et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Eh bien, merci beaucoup à toi. Je vais te souhaiter une merveilleuse soirée, ainsi qu'à vous, très chers auditeurs. Merci pour votre présence, pour vos échanges et pour qui vous êtes. Vous êtes tous merveilleux. Merci à vous. Je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée et je vous retrouve très bientôt avec Virginie pour les ateliers. À bientôt. Merci à tous.